Mesdames, Messieurs, bonjour. Dans le sommaire de cette édition, conférence internationale sur la nutrition qui accouche d'une déclaration pour la promotion de la nutrition en Afrique. La déclaration de Cotonou, comme elle est baptisée, a été adoptée par les participants à l'issue des discussions. Les résolutions y figurant réaffirment le ferme engagement du Bénin aux côtés des autres États du continent à faire de la nutrition de la mère et de l'enfant une priorité majeure des investissements phares dans les années à venir. Ensuite, le conseiller communal du bloc républicain, Dr Albert Ayigbede, mise sur la cohésion de son parti depuis avant-coup. Il exhorte les militants et surtout les leaders de la 20e circonscription électorale à taire les divisions et à garder le cap pour l'unité. Et pour enfin, les membres de l'Académie nationale des sciences arts et lettres du Bénin se sont donné rendez-vous pour une conférence débat qui a porté sur la toponymie de l'histoire du Bénin. La rencontre s'inscrit dans le cadre du programme de réécriture de l'histoire du Bénin. Et voilà pour vous le sommaire de cette édition. À nouveau bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez. Les travaux de la conférence internationale sur la nutrition accouchent d'une déclaration pour la promotion de la nutrition en Afrique. La déclaration de Cotonou, comme elle est donc baptisée, a été adoptée par les participants à l'issue des discussions. Les résolutions, justement, réaffirment le ferme engagement du Bénin aux côtés des autres États du continent à faire de la nutrition de la mère de l'enfant une priorité majeure des investissements phares des années à venir. Le Bénin a aussi encouragé à travers cet acte une dynamique régionale allant dans le sens de cette promotion. On écoute un bout de cette déclaration lue par le directeur général de l'Agence nationale de l'alimentation et de la nutrition. Déclarons solennellement ce qui suit. Premier point de déclaration. La nutrition est un impératif de justice sociale, de santé publique et de prospérité économique. Nous affirmons que chaque enfant, chaque femme et chaque homme a le droit à une alimentation adéquate, diversifiée, sûre et accessible tout au long du cycle de sa vie. Deuxième point de déclaration. L'investissement dans la nutrition est un investissement dans l'avenir. Nous appelons les gouvernants africains, les collectivités locales, le secteur privé, la société civile et les partenaires techniques et financiers à faire de la nutrition une priorité nationale et régionale à travers des politiques intégrées et des financements pérennes. Troisième point de déclaration. L'action doit être multisectorielle et coordonnée. Nous exerçons à renforcer la convergence des efforts entre les secteurs de l'agriculture, de la santé, de l'éducation, de la protection sociale, de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène pour offrir un paquet complet d'interventions à haut impact, incluant notamment l'allaitement maternel exclusif, la production et la consommation locale d'aliments diversifiés et fortifiés, la supplémentation nutritionnelle ciblée, l'élargissement à l'échelle nationale des programmes d'alimentation scolaire. Quatrième point de déclaration, la mobilisation de toutes les parties prenantes est indispensable. Nous encourageons le renforcement du leadership des autorités locales, préfets, maires, chefs traditionnels et communautaires pour garantir un engagement de proximité. La participation active de la jeunesse en tant que moteur d'innovation et d'engagement citoyen. L'investissement accru du secteur privé, notamment dans la production et la transformation locale, la recherche et l'innovation nutritionnelle. Cinquième point de déclaration, les 1000 premiers jours de vie sont une fenêtre d'opportunité pour la nutrition. Nous appelons à un engagement immédiat et durable en faveur de la nutrition maternelle et infantile afin de protéger le développement de plusieurs générations. Notre engagement commun, en adoptant la déclaration de Cotonou sur la promotion de la nutrition en Afrique, nous nous engageons collectivement à soutenir les pays dans la mise en œuvre des interventions de supplémentation nutritionnelle des 1000 premiers jours des enfants en garantissant des ressources financières durables et une mise en œuvre efficace.
Et puis la lecture de cette déclaration fait suite justement à une conférence internationale organisée à Cotonou ce 2 jours. La rencontre porte sur le thème investi dans la nutrition, un choix stratégique pour la santé et le développement durable des générations. Le chef de l'État Patrice Talon a lancé lui-même les travaux en personne ce samedi dernier avec l'engouement manifeste d'un parterre de partenaires, tous aussi engagés pour la cause avec les autorités. Voici les images. Les partenaires au développement, au rang des mieux lotis du monde, s'accordent avec le gouvernement béninois sur le bien fondé de cette cause portée. Le vice-président de la Banque mondiale, la vice-présidente principale de la Banque africaine de développement et le directeur exécutif adjoint du Fonds des Nations unies pour l'enfance ont fait le déplacement de Cotonou. Tous sont convaincus à la fois de l'impératif de mobilisation de ressources au profit de la nutrition, mais aussi de son urgence pour le développement durable. C'est clair que les bénéfices d'investir dans la nutrition ne sont pas des bénéfices qu'on voit tout de suite. Il s'agit des bénéfices qui vont se produire dans la durée. Or, nous savons quand on fait que de la politique, on est souvent tenté d'investir dans des bénéfices qu'on peut voir immédiatement. Mais lorsqu'on fait la politique de développement, oui, on investit dans des initiatives dont les résultats se produisent dans la durée. À cette conférence internationale sur la nutrition, les avancées significatives que le Bénin a enregistrées grâce au programme des cantines scolaires sont louées. Le pays, engagé désormais dans la supplémentation nutritionnelle des 1000 premiers jours et plus aux enfants, est aussi félicité d'être le précurseur d'une telle action de développement en Afrique de l'Ouest. En cela, le gouvernement ne veut rien improviser. Des chercheurs de la trempe des plus avertis en matière de nutrition sur la planète sont invités aux réflexions de 2 jours à Cotonou. Ils apportent leur expertise pour monter la charpente des actions successives à mener dans le contexte béninois. Il nous faut décider de nous engager et d'investir massivement dans la nutrition afin qu'elle devienne pour nous un puissant levier de santé publique, de réussite scolaire et professionnelle, de productivité économique et au total de prospérité nationale et continentale. Ce faisant, nous pourrons nous passer sans regret des richesses du sous-sol, de l'aide au développement. Nous pourrons rattraper notre retard sur les pays développés. La conférence inaugurale de ces travaux a été livrée par professeur Esther Duflo, prix Nobel d'économie 2019. Également au menu, des panels interdisciplinaires et multisectoriels. Et ce qui se passe sur le terrain. On reste dans le même registre santé, promouvoir la prévention et le dépistage du VIH chez les femmes en âge de procréer et renforcer la prévention de la transmission mère-enfant, autant d'objectifs qui motivent le lancement de la campagne de prise en charge accélérée du VIH pédiatrique à Cotonou. La cérémonie de lancement a été donc rehaussée par la présence de la vice-présidente du Bénin, Mariam Tchabi Talatazime, Esther Tofa pour les précisions. Finir avec les nouvelles infections au VIH chez les enfants au Bénin. C'est sous ce thème que la campagne nationale de prise en charge accélérée est lancée. Elle entend placer la santé des enfants et des femmes au cœur des priorités se référant aux données statistiques. 89% pour la population générale, mais chez les enfants, nous sommes à 63% par rapport à la connaissance du statut sérologique. 99% dans la population générale contre 76% chez les enfants qui connaissent leur statut sérologique et sont sous ARV. Et de même, la suppression de la charge virale, elle est à 82% chez les enfants. Chaque enfant qui naît avec le VIH est une victime de plus au compteur. C'est pour cela que cette campagne est la bienvenue. Elle est un cri d'alerte, mais aussi un appel à l'action. Elle vient nous rappeler que chaque dépistage compte, que chaque traitement commencé est une victoire, que chaque enfant sauvé est une promesse tenue envers la génération future. Le défi, plus aucun enfant né avec le VIH et aucun vivant avec la maladie laissé pour compte. C'est donc pour relever ce défi que nous lançons aujourd'hui la campagne nationale « Finir avec les nouvelles infections au VIH chez les enfants au Bénin ». Mais au-delà de l'aspect médical,
Cette campagne se veut une mobilisation nationale. Le gouvernement a pris ses responsabilités en augmentant ses investissements dans la riposte et continuera inlassablement de trouver tous les voies et moyens afin d'atteindre les objectifs 395 et mettre fin au sida à l'horizon 2030. À travers cette campagne, les Nations Unies démontrent leur engagement collectif. L'ONU-SIDA, malgré une phase de réorganisation, continue de se battre aux côtés de la partie nationale et des PTF en défendant une intégration effective du VIH dans les politiques et programmes de santé. C'est ensemble, dans l'esprit du One UN, que nous pourrons créer l'impact nécessaire pour changer durablement la trajectoire de l'épidémie au Bénin. Cette campagne rassemble leaders politiques, société civile, chefs traditionnels et religieux, femmes leaders, bref, toutes les couches socio-professionnelles autour de la cause des enfants pendant les 12 prochains mois. Et pendant ce temps, la 12e édition de la semaine pharmaceutique a été officiellement lancée par le ministre de la Santé au Palais des Congrès de Cotonou. Elle a réuni des pharmaciens et autres professionnels de la santé en provenance de plusieurs pays africains tels que le Togo, le Sénégal, le Cameroun, la Tunisie et le Bénin. Les assises placées sous le thème « Rôle du pharmacien dans l'accès aux médicaments essentiels de qualité et abordables » permettront aux différents acteurs et experts de débattre des enjeux majeurs liés à l'accès aux médicaments sur le continent africain. Des dons de matériels médicaux, de sons et de vivres sont notamment quelques-unes des actions sociales réalisées au cours de cette semaine pharmaceutique qui, justement, démarre le 23 septembre et, justement, va prendre fin et qui a pris fin samedi dernier. Voici le compte rendu. C'est devant ce parterre de pharmaciens, d'experts et autres acteurs de la santé venus de pays africains que la 12e édition de la semaine pharmaceutique, CEPHARM 2025, est officiellement lancée. Une rencontre de haut niveau qui porte sur le rôle du pharmacien dans l'accès aux médicaments essentiels de qualité et abordables. Le thème de cette année est d'une actualité brûlante. En effet, l'accès universel aux médicaments essentiels demeure un défi majeur pour tous les systèmes de santé et particulièrement pour ceux de nos pays en Afrique. Or, sans médicaments sûrs, efficaces, de qualité et accessibles, il n'y a pas de santé publique solide. La CEPHARM 2025 est soutenue par de nombreux partenaires. Des conférences, panels et débats scientifiques se dérouleront lors des journées prévues les 25 et 26 septembre. Notre pays a enregistré au cours de la dernière décennie des avancées notables dans l'amélioration de l'accès aux médicaments de qualité. Toutefois, de nombreux défis persistent et nous interpellent. Et nous saluons les efforts, Monsieur le ministre, que le Bénin a fait avec la création de l'autorité de régulation de la santé, mais aussi notre souhait est de reproduire le modèle que vous avez dans ce pays-là à travers le continent. Le ministre de la Santé a insisté sur le rôle central et essentiel des pharmaciens dans ce processus pour garantir la qualité et la traçabilité des produits de santé. C'est ensemble que nous pourrons améliorer la disponibilité, la qualité et l'accessibilité des médicaments en réduisant les ruptures de stock, en luttant de façon implacable contre les médicaments de qualité inférieure et en renforçant la régulation du marché pharmaceutique. La CEPHARM 2025 doit être plus qu'une rencontre professionnelle. Elle doit être un laboratoire d'idées pour des actions concrètes. Je voudrais donc vous encourager à des discussions franches, constructives et orientées vers des solutions pratiques à nos systèmes de santé. Les conclusions et recommandations issues de leurs travaux constitueront des outils précieux pour l'action publique. Séminaire de formation de capacité des professionnels des médias sur le traitement de l'information dans les zones à risque. Les assises sont organisées par la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication. L'objectif est de mieux outiller les participants dans la collecte et le traitement de l'information pendant les périodes de crise. Voici le compte rendu.
La formation se tient dans un contexte marqué par des tensions sécuritaires dans la sous-région. Elle est organisée par la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC au profit des professionnels des médias exerçant surtout dans les radios frontalières du nord du pays. La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication a initié le présent séminaire afin de les accompagner dans leur travail difficile de traitement de l'information dans les zones à risque. Car nous savons tous que chaque fois qu'il y a crise, l'information devient cruciale. Mais dans le même temps, son traitement devient compliqué également. Et les journalistes qui sont des acteurs, qui doivent nous relayer l'information, ont besoin de le faire en tenant compte des spécificités du traitement de l'information en période électorale. Ça, ils le font quotidiennement, mais de tenir compte du contexte dans lequel ils doivent avoir traité l'information, à savoir les périodes de crise. En vue de bien édifier les participants et les outiller à mieux accomplir leur mission, plusieurs communications enrichies par des travaux de groupes interactifs sont programmées. Nombre portent sur l'identification des risques liés à la collecte et à la diffusion de l'information. Et la HAC souhaite vous outiller davantage afin que vos interventions médiatiques, en particulier dans les zones sensibles, contribuent à la stabilité sociale, à la sécurité publique. Car informer avec professionnalisme dans un contexte de crise n'est pas seulement une exigence déontologique, c'est aussi un service rendu à la nation. Programmés sur 2 jours, les échanges ont aussi été ponctués d'exercices pratiques, de quoi permettre aux journalistes invités de confronter et partager leurs expériences. Vous êtes dans la séquence en route vers 2026, dans un contexte politique en pleine effervescence, en raison des prochaines élections générales. Le conseiller communal du cadre du bloc républicain, Dr Albert Ayigbede, mise bien entendu sur la cohésion de son parti depuis avant-coup. Il exhorte les militants et surtout les leaders de la 20e circonscription électorale à taire les divisions et à garder le cap de l'unité. Son appel a été lancé au détour d'un déjeuner de presse qu'il a organisé. Voici le compte-rendu. À l'endroit de sa famille politique, particulièrement dans la 20e circonscription électorale, le message du docteur Albert Ayigbede, conseiller communal du bloc républicain à Avrancourt, est sans équivoque à l'approche des élections générales de 2026. Union et patience. Il invite ainsi les militants à faire taire les rumeurs, à dépasser les inquiétudes et à préserver la dynamique du parti dans cette phase décisive. Que chacun de nous fassions confiance à nos leaders, sachant que les positionnements pour les élections électorales, ces positionnements ne sont pas seulement ce que nous pouvons attendre d'un parti, mais au-delà des positionnements pour les échéances électorales, il y a beaucoup d'autres choses dont on peut bénéficier. Il nous faut seulement leur faire confiance et de leur permettre de faire le job. Fidèle à son esprit rassembleur, le docteur Albert Ayigbede exhorte chacun à privilégier la concorde et la discipline, convaincu qu'un front uni demeure la clé de toute victoire. À nos leaders de la 20e, nous voudrions qu'ils fassent beaucoup preuve d'harmonie, de sagesse et de concorde pour la bonne conduite de la troupe du bloc républicain dans la 20e circonscription électorale. Dans le même élan, il salue les réalisations du président Patrice Talon ainsi que la vision d'Abdoulaye Biotchane qu'il présente comme le garant de l'équilibre et de l'unité au sein du bloc républicain. Permettez-moi, chers journalistes, de remercier au passage le président de notre parti, en la personne de son Excellence Abdoulaye Biotchane, pour son accompagnement aux côtés de notre président de la République, son Excellence Guillaume Patrice Athanase Talon, dans
les diverses actions que mène le chef de l'État depuis 2016. Rassembler pour gagner. Telle est la ligne directrice que le docteur Albert Aïgbede trace pour le parti Bloc républicain à l'orée des prochaines batailles électorales. Dans la suite de cette édition, la société civile béninoise s'arme de capacités et de compétences nouvelles pour mieux impacter les communautés. Les organismes se sont retrouvés pendant 2 jours à Cotonou dans un dialogue pour plus de coordination et de solidarité en vue du renforcement de l'espace civique au Bénin. Bien entendu, l'atelier s'est déroulé à la maison de la société civile la semaine dernière avec le concours de ses partenaires. Voici les images. La session a lieu en exécution du mandat d'écoute de la vie associative béninoise que s'est assignée la Maison de la société civile. En plus de ces instruments développés au profit des organisations, ce dialogue de renforcement de la vie civique pour plus de coordination et de solidarité répond aux besoins de l'heure. Nous sommes conviés ce matin et pour quelques jours pour envisager comment nous pourrions rendre plus efficaces nos interactions, les interactions des OSC avec toutes les autres parties prenantes du développement au Bénin, notamment les autorités publiques, les PTF et les organisations internationales. Cet atelier favorise donc des concertations de tout genre pour d'éventuelles alliances. C'est aussi le lieu pour les OSC de co-mobiliser des financements. La rencontre est le fruit du partenariat stratégique actif entre la Maison de la société civile et Plan international Bénin depuis 2024. Et cette initiative est en parfaite adéquation avec notre nouveau modèle de partenariat qui est axé sur la localisation et qui traduit une volonté claire, celle de transférer aujourd'hui davantage de responsabilités à nos partenaires, de valoriser leur expertise communautaire et de co-construire des réponses adaptées à notre pays, le Bénin, quelle que soit la région. Diverses personnes ressources du Canada et du Togo prennent aussi part aux travaux pour enrichir les réflexions, des partages d'expériences et de bonnes pratiques. Les membres de l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin se sont donné rendez-vous, bien entendu, pour une conférence débat qui a porté sur la toponymie et l'histoire du Bénin. La rencontre s'inscrit dans le cadre du programme Réécriture de l'histoire du Bénin. Elle a mobilisé des universitaires et têtes couronnées. Ingrid Elvis Tounoukoua. On ne peut réécrire l'histoire du Bénin sans interroger la phonétique locale des noms des villes. Ce sont là les mots forts du professeur Meda Dominique Bada qui lance une fois encore les discussions sur la toponymie et l'histoire du Bénin à cette conférence débat. À l'initiative, professeur François Adebayo Abiola, membre de l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin. Il y a eu un constat. Les premiers historiens n'ont pas pris en compte les populations de toutes nos localités. Et il n'y a pas de peuple sans histoire. C'est pour corriger ce phénomène que nous avons initié ce projet qui existe, l'onomastique et l'écriture nationale. D'où vient le nom Lokossa et quelle est sa typonymie? Autant de questions auxquelles le communicateur a apporté des réponses. Prenant également les exemples de plusieurs localités du Bénin comme Atiémé, Porte-Novo et Abomey dont les noms sont francisés, le professeur titulaire philologue a longuement édifié l'assistance sur leurs origines. Il ne faut pas rester loin et inventer. Nous sommes allés interroger dans les localités les gens, les sachants. Lokossa. Mais pourquoi on dit Lokossa? Loko, c'est l'Iroko. Mais sous l'Iroko, ça veut dire quoi? Pendant telle période, il y avait eu les razzias des rois d'Abomey, des rois Gagadja. Donc les gens fuyaient. Alors,
Et ceux qui ont fondé là, ceux qui ont appelé là, le COSA, ils sont venus de Tofor. Vous voyez, donc on est l'origine de ces gens-là. Aujourd'hui, on peut parler de l'histoire de l'Okosa. On peut l'apprendre aux enfants. À Tiémé, on va analyser. À Tiémé, un grand centre. Durant les 3 heures d'horloge de communication et d'échange, l'académicien a fait voyager l'assistance majoritairement composée d'universitaires et têtes couronnées dans l'histoire du Bénin. Occasion pour ses interlocuteurs d'appréhender les véritables contours du patrimoine culturel béninois. Et pour finir, les membres du comité interministériel de pilotage de la politique nationale de décentralisation et de déconcentration PONADEC, bien entendu, ont tenu leur deuxième session ordinaire de l'année. Le rendez-vous se focalise sur le point des travaux en cours dans le cadre du processus d'élaboration de la stratégie de mise en œuvre du programme. Bien d'autres sujets ont été débattus à cette occasion. Voici les détails. Rencontre des membres du comité interministériel de pilotage de la politique nationale de décentralisation et de déconcentration 2024-2033. Ces acteurs mobilisés ont un objectif clair, faire le bilan des différents travaux en cours d'exécution. La présente session ordinaire permettra dans un premier temps de présenter les thèmes de référence des sous-activités concourant à l'élaboration du document de stratégie d'opérationnalisation de la PONADEC 2024-2033. Ensuite, il sera question d'apprécier les outils de collecte des données auprès des acteurs au niveau communal, départemental et national pour l'actualisation du diagnostic réalisé sur la période 2019 à 2025. Ces différentes tâches auxquelles sont conviés les participants à cette deuxième session ont pour finalité de retenir des actions concrètes à mener dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale de décentralisation et de déconcentration. Je voudrais également vous rappeler que suite à la validation par le CIP PONADEC en sa première session de l'année 2025 du guide méthodologique et de la plateforme web de calcul de l'indice de gouvernance locale, une formation des acteurs préfectoraux et communaux au renseignement de la plateforme a été réalisée. Ainsi, les grandes recommandations issues de cette session de formation vous seront présentées pour que des décisions soient prises. Enfin, les travaux de la présente session permettront de vous faire un point sur le processus d'élaboration du rapport sur l'état de la gouvernance locale IGL au titre des années 2023 et 2024. Pour rappel, l'opérationnalisation de la PONADEC 2024-2033 a été adoptée par le Conseil des ministres du 9 janvier 2024. Son objectif, créer des conditions d'un développement territorial durable et équilibré, basé sur une gouvernance locale concertée et la valorisation des potentiels locaux. Ceci afin de dynamiser le développement à la base. Et c'est la fin de ce 13h au Bénin. Merci de l'avoir suivi et de votre fidélité à 16h. C'est votre bulletin d'information. 19h30, la grande édition de la soirée. Juste après votre émission, l'info continue. Portez-vous bien et à très bientôt.